Donc il est difficile de débattre de tout le rapport. Il fait 35 pages, il n'est pas énorme, mais quand même, il y a plein de chiffres et plein d'actions. Et donc, en fait, nous, on va intervenir pour faire une critique globale. Bon, en plus, le débat n'est pas si simple que ça entre une majorité plutôt satisfaite de ce qu'elle fait, même si j'ai vu qu'il y avait une lucidité sur les limites de l'action de la métropole par rapport à la catastrophe environnementale. Mais bon, et puis en face, il y a une droite qui cogère et qui voudrait faire croire qu'elle est plus écologiste que la majorité. Alors qu'on peut dire que quand même, pendant des années, la droite, elle a géré un système qui nous a amené à des situations plutôt catastrophiques. Donc en fait, nous, on va faire une critique de ce qui nous apparaît être une critique de fond. On peut être d'accord avec M. Remick quand il dit qu'il y a des actions où les actions vont dans le bon sens. Donc on ne va pas critiquer tant que ça les actions qui sont faites, parce qu'effectivement, les actions, elles vont, on peut penser, dans le bon sens. Par contre, ce que nous, on va critiquer, c'est ce qu'il n'y a pas dans les actions ou ce qu'il n'y a pas dans le raisonnement. Et nous, on ne voit pas comment on peut, même à l'échelle métropolitaine, en sachant bien qu'à l'échelle métropolitaine, c'est un petit bout, un petit échantillon de la planète, et que, au regard des dégâts environnementaux planétaires, c'est évident que tout ne se résoudra pas là. Mais ceci dit, il y a quand même une démarche, il y a quand même un raisonnement qui est complètement absent, c'est celui de la dénonciation d'un système économique qui, lui, est destructeur. On ne voit pas comment on peut transformer une société, c'est dit d'ailleurs dans l'introduction, il y a une phrase qui dit, c'est pas bien grave, qui parle de transition et qui dit voilà, qu'il faudrait aller vers un développement économique responsable et solidaire. On ne voit pas comment le système économique actuel il peut devenir responsable et solidaire, lui qui est quand même particulièrement irresponsable, particulièrement égoïste et particulièrement destructeur. Ça, il faudrait nous expliquer comment ce système économique pourrait évoluer vers quelque chose de responsable et solidaire. Et là, c'est tout le problème en fait. C'est comment on agit aujourd'hui sans critiquer le système. Et cette histoire de transition écologique, elle n'est pas crédible en fait. Alors j'en viens de suite à un livre qui est super bien, conseil lecture. C'est un livre qui est assez connu parce que ça s'appelle un best-seller, c'est-à-dire un bouquin qui est très vendu sur la planète entière, de la part d'un philosophe japonais qui s'appelle Kohei Saito. Je ne sais pas si vous connaissez, s'appelle Moins. Et c'est un bouquin qui défend, en fait la décroissance et qui explique comment, en fait, cette décroissance-là, elle ne se fera forcément qu'en rupture avec le capitalisme. Parce que le capitalisme, avec son productivisme, avec ses logiques marchandes, on ne peut pas aller vers une société justement respectueuse de l'environnement et de la même manière respectueuse des droits sociaux. D'ailleurs, le rapport, c'est un rapport de transition écologique et sociale, et ce que nous, on note quand même, c'est que le social, il est très peu présent. Et alors qu'il y a, on le sait, de plus en plus quand même, il y a un lien très fort entre la question environnementale et les questions sociales, et on ne peut pas répondre à la crise écologique sans répondre à la crise sociale. Et dans les deux cas, en fait, c'est une remise en cause du système capitaliste, du système où il y a un accaparement des richesses et puis une logique marchande, une logique de course au profit qui se traduit par un égoïsme. Alors aujourd'hui, l'égoïsme, il est peut-être, il a un visage peut-être plus prégnant, c'est celui d'Elon Musk. Bon, ça a été critiqué par le PC, notamment les politiques aujourd'hui qui sont menés par Trump, mais y compris par Macron. Enfin voilà. Donc en fait, on est dans cette critique-là. Nous, on pense que si on ne fait pas cette démarche-là, si on n'est pas dans ce raisonnement-là, on ne peut pas avoir le début d'une réponse par rapport aux problèmes environnementaux. Nous, on pense que ce qui manque aujourd'hui aussi, qui est très important, c'est la question du réaménagement du territoire. Aujourd'hui, alors vous discutez beaucoup du transport, des modalités de transport différentes, de la lutte contre les bouchons, donc contre la pollution liée au transport, mais en fait, ça pose aussi le problème de l'aménagement du territoire. On ne peut pas, d'un côté, se satisfaire d'une métropole attractive, rayonnante, qui attire de plus en plus de monde, et en même temps, ne pas constater les problèmes qui sont liés, donc problèmes de logement, les problèmes de transport, et si on ne discute pas de réorganiser tout ça. Et on ne voit pas comment on peut se satisfaire de plus de trains alors que les gens vivent de plus en plus loin de leur lieu de travail et que ça crée des problèmes d'afflux. Enfin, tout le monde le constate. Les bouchons sur les boulevards, les bouchons sur la rocade. Bon, voilà. Donc, en fait, il y a besoin aussi d'avoir cette sorte de vision de comment on réorganise la société, comment on remet de l'activité en dehors de la métropole, comment on remet des commerces, de l'emploi et qu'on essaie justement d'améliorer la vie de tout le monde. Donc voilà, et puis je pense que j'ai encore quelques secondes, je voudrais en profiter quand même. Non, je crois que je vais arrêter là, j'en ai assez dit. Enfin bon, tout n'est pas dit, mais enfin on a essayé d'exprimer l'essentiel de notre critique donc sur ce rapport de transition écologique et sociale.
Alors nous, on va faire à peu près la même critique que celle qu'on a faite précédemment là, donc, sur le rapport de transition écologique et sociale. Une critique de fond, parce que là aussi, on ne peut pas rentrer dans les détails des 70 ou 75 pages du rapport, même si Véronique Ferreira a bien détaillé, mais bon, elle a pris 20-25 minutes, et nous, en 5 minutes, on ne pourra pas répondre à tout. Donc en fait, on va faire une critique de fond, encore une fois. Ce qu'on constate, c'est un peu comme tous les ans, c'est qu'en fait l'analyse politique ou économique en introduction ressemble quand même beaucoup à ce qu'on peut entendre sur BFM Business. En fait, on est vraiment dans le système, quoi. Faible croissance, inflation, dette, épargne, maîtrise de la masse salariale, évidemment, surtout ça quand même, hein, c'est important. On est responsable, donc la responsabilité, la rigueur. Voilà, donc en fait on est sur un discours très gestionnaire, très responsable, on est dans quelque chose qui est très auto-centré aussi, hein. La métropole pense beaucoup à la gestion, bon ok c'est normal, hein, il faut bien gérer les affaires quand même, mais elle pense à sa gestion et du coup le lien ou le rapport que vous avez avec le budget national est quand même illustrant, c'est-à-dire qu'en fait, comme disait Véronique Ferreira, on est passé du pire au mauvais et bon voilà, c'est pas mieux, c'est pas beaucoup mieux, mais c'est moins pire, hein. Mais en fait, bon, après, on comprend du coup le fait que le PS n'avait pas censuré Bayrou, hein, parce qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas aussi, enfin, ça, c'est un point de vue de gauchiste peut-être, c'est que quand un budget est dégueulasse, eh ben, on le combat et on essaie de faire tomber un gouvernement. Donc là, il y a une sorte de petit arrangement entre amis. Mais bon, les entre amis, on comprend aussi parce que Macron, qui est le président actuel, qui décide de désigner Bayrou, c'était aussi le ministre de Hollande de l'économie. Oh, petite continuité politique. Et en fait, on a l'impression que, bah ouais, bon, on continue, en fait. Et l'austérité, elle n'est pas nouvelle. C'est pas Barnier qui l'invente, c'est pas Bayrou qui l'invente. Hein. Hollande l'avait bien pratiqué et d'autres avant lui l'avaient bien pratiqué. Alors, bon, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore plus pourri qu'avant. Et en fait, c'est le problème. C'est pour ça que la droite... hein, bon, ok, on se calme de ce côté-là. Donc ça, c'est un problème de fond. C'est que si on n'a pas une analyse politique de la société, si on n'est pas en train de dire que finalement, si ça va mal, c'est que peut-être il y a quelque chose qu'on devrait discuter sur l'organisation du système, et vous n'abordez jamais ça. Jamais. Il y a un monde complètement aseptisé. Il n'y a pas de pauvres. Si on met le mot pauvre sur le document PDF, il n'est pas nommé du tout. Si on met pauvreté, précarité, mal logement, ça y est pas dans le budget. Donc en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que si on discute d'orientation budgétaire sans faire le constat que dans la société, il y a quand même des gens qui vont moins bien que d'autres, et puis même ceux qui vont plutôt bien, ou celles et ceux qui vont plutôt bien, on pourrait penser que quelque part ça repose sur de l'exploitation, des rapports de domination, des rapports d'oppression. Enfin bon, hein, ça c'est une vision aussi du système capitaliste que vous n'avez peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quand même dingue qu'on n'ait pas une vision de la société telle qu'elle est, avec sa violence, avec ses inégalités sociales, ses injustices sociales, et l'orientation budgétaire, justement, devrait, et ça c'est ce que disait Claude Méliès, de ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, un pouvoir local, comme ici, la métropole, qui se dit de gauche en plus, pourrait peut-être avoir une réflexion pour dire, on voit bien qu'il y a de la pauvreté, de la misère, et puis des tas de problèmes à côté, nous on va faire un budget qui répond à ça en priorité. Eh bien on n'a pas ça du tout. Voilà. Et donc, quand on lit ce rapport-là, on n'a pas du tout l'impression qu'on a un rapport de gauche, ou en tout cas des orientations de gauche. Et c'est vrai que ça reste vachement sur les questions technocratiques, même si Salaberry revendiquait des choix politiques. Monsieur Chala, oui, bon. Je suppose que Poutou, vous dites pas toujours monsieur quand vous parlez de... Hein? Si? Ah bon, ok. Bon voilà, donc monsieur Salaberry qui discute qu'il faudrait faire des choix politiques, ben justement les choix politiques ce serait ça, ce serait discuter de répondre d'abord aux gens qui en ont besoin, à la misère, et de répondre aux questions sociales, aux questions environnementales, d'un point de vue donc de priorité et répondre à la souffrance sociale. Donc nous on pense que c'est, je sais pas où j'en suis à 4 minutes, j'essaie de, ben oui parce qu'en plus, je suis dans un rapport où je dois faire gaffe à ne pas oublier des choses que les camarades font autour pour bosser. Donc, je me fais souvent engueuler parce que j'ai oublié de dire telle ou telle chose. Alors, j'essaie de jongler avec mes notes. Mais bon, je pense avoir dit peut-être l'essentiel. Peut-être que je reprendrai la parole plus tard parce que j'ai droit à 2 interventions. Et là, je laisse la parole à d'autres. En fait, c'était sur la dette que je voulais... intervenir, puisque ça parle de la dette, ou même dit autrement cramer la caisse, si je comprends bien, c'est un peu la même chose. Mais on discute de la dette sans trop se demander d'où vient la dette.
Parce qu'en fait, on a toujours cette idée que la dette, elle vient parce qu'il y a trop de dépenses. Hein. Vous savez, les collectivités vivraient au-dessus de leurs moyens ou l'État vivrait au-dessus de ses moyens. Mais en fait, il y a quand même pas mal d'analyses économiques. Alors certes, c'est peut-être pas celle que vous lisez, c'est pas celle de BFM Business, ça c'est sûr. Hein, des économistes plutôt antilibéraux ou anticapitalistes qui expliquent que la dette, en fait, c'est un super mécanisme bien au point et bien efficace qui permet le transfert des richesses d'un pôle de la société à un autre. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin, la dette explose en même temps que les inégalités sociales explosent, en même temps qu'il y a de la misère qui se renforce. Et puis, ce qu'on discute jamais, c'est qu'on parle de la dette. Donc, en fait, la dette, vous avez vu, c'est les collectivités, ce sont les hôpitaux, c'est toutes les structures collectives, les services publics, il n'y a plus d'argent, donc il faut les démanteler. Et puis, évidemment, il y a, à côté de la dette publique, il y a les dettes privées. Mais on ne parle pas. Enfin, ce qui est terrible, c'est que les dettes explosent, et à côté de ça, les fortunes n'ont jamais été aussi importantes que ça. Et là, donc c'est pour ça qu'en fait, la question de la dette, elle est quand même liée, pas aux dépenses publiques, mais aux recettes qui diminuent. Et les recettes qui diminuent, ben ouais, c'est toute une politique. Et ça, de ce côté-là, ben, gauche et droite, vous pouvez vous entendre quand même, parce que vous avez à peu près la même politique. Et bien, en fait, on fait des cadeaux aux riches, et puis on ramasse, on prend le plus possible du côté des pauvres. Et donc, ça donne une société de plus en plus inégalitaire. Et donc là, vous pouvez aller dire, ah ben oui, on n'est pas dans le sujet, on n'est pas dans le budget de la métropole, on fait de la politique et tout ça. Mais bon, Monsieur Salaberry a dit qu'il fallait faire de la politique, donc ben, je me sens encouragé à en faire. Et donc, en fait, il faudrait discuter de ces aspects-là. Et en fait, la métropole, et donc ça revient à ce que pouvait dire Claude Mélier tout à l'heure, c'est qu'en fait la métropole elle devrait raisonner en disant ben voilà, oui effectivement, comment on prend l'argent qui a été accaparé par les riches, est-ce que la métropole a les moyens de le faire, quels sont les leviers ou les moyens d'action de la métropole ou d'une collectivité pour pouvoir à un moment donné récupérer ce qui a été détourné, accaparé par les riches, ce que les politiques nationales font, comment on peut aller à l'envers, comment on peut inverser les principes et les mécanismes, et donc ça serait bien qu'il y ait une réflexion là-dessus. Et en fait c'est de voir aussi que ce monde-là, il y a des riches et des pauvres, il y a des inégalités sociales, et la métropole, quand elle est de gauche, eh ben elle dit, ben voilà, nous on voudrait justement répondre à la misère sociale, et répondre à la misère sociale, ça veut dire effectivement s'attaquer au système, ça veut dire se confronter à des ultra-riches ou à des politiques droitières, libérales, égoïstes, et de mettre en avant justement l'inverse, une politique solidaire, et ça c'est ce qui manque dans l'analyse qui est faite dans les orientations budgétaires. En fait, j'ai une note à lire, ça sera plus confortable pour moi, j'oublierai rien. Donc on prend acte de l'information et des rapports joints à la délibération. Alors il y a deux articles, enfin il y a deux votes, enfin un seul vote, mais on doit donner notre avis sur le bilan de concertation. Donc bon là on n'a pas vraiment d'avis, même si on constate effectivement que la concertation elle a eu plus de succès que d'habitude. Et c'est vrai, ça a été dit aussi que en fait quand il y a des moyens pour informer, ça fonctionne mieux. Alors c'est vrai que c'est peut-être un sujet qui intéresse mieux, plus largement. Enfin bon, on n'a pas d'avis en soi sur la concertation. Et la deuxième avis qui nous est demandé, c'est celui sur les orientations qui sont proposées donc dans la délibération. Et là, sur cette question-là, on n'est pas d'accord et on vote contre du coup la délibération. Alors j'explique pourquoi on n'est pas d'accord sur les orientations qui sont proposées. Donc en fait, nous exprimons un désaccord sur le contenu du projet globalement, nous en désapprouvons les orientations. Certes, il y a sûrement quelque part besoin d'améliorer les accès, les entrées et les sorties autour de la gare et aussi dans la gare. Il semblerait d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de monde qui y circule. Il suffit de voir effectivement les attroupements souvent bloqués lors de la sortie des trains venant de Paris, par exemple. Alors, on ne peut pas dire que ça fonctionne très bien tout ça. Il y a le constat d'une fréquentation en augmentation, autour de 28 millions de personnes annuellement, et même vers une augmentation encore et encore pour les années qui viennent. Mais cette augmentation, elle semble souhaitée, voire encouragée, et c'est la raison pour laquelle, essentiellement, il y a ce projet. En fait, c'est de réussir à accroître donc le succès de la gare et de sa fréquentation. Or, nous ne sommes pas d'accord avec cette volonté d'attirer encore plus, pas d'accord avec ces politiques de rayonnement, de densification, de grossissement de la métropole, d'en faire un genre de carrefour pour la région. C'est très problématique à tout point de vue et notamment pour l'environnement. Car ce sont les villes et les métropoles qui produisent le plus de pollution et de gaz à effet de serre. Ce sont les plus grosses concentrations humaines qui sont en grande partie responsables des dérèglements climatiques. Nous pensons au contraire qu'il faudrait une politique qui restreigne, qui réfléchisse à une autre organisation sociale et économique, à un autre aménagement du territoire. Ce que je crois avoir abordé un peu dans la critique de la délibération sur les orientations budgétaires ou sur le rapport de transition écologique et sociale.
En plus, les gares qui sont des centres de déplacement deviennent de plus en plus des zones commerciales, des espaces d'encouragement à consommer. On est vraiment dans le consumérisme. Enfin, le projet ne traite pas les questions sociales, les exclusions des plus précaires, des plus pauvres. Les gares et les trains ne sont pas ouverts à toutes et tous. Prendre le train devient un luxe de plus en plus. Il faut pouvoir se le payer. Ce n'est pas l'objet de la délibération, mais étant donné qu'il est revendiqué de faire de la gare un espace ouvert à tout public, il est important quand même de faire remarquer que ça ne sera pas vrai. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de commerce et donc un appel à la consommation et beaucoup de gens ne peuvent pas consommer comme ça. Et puis, encore une fois, prendre le train aujourd'hui, c'est quelque chose qui est souvent inaccessible pour de plus en plus de gens. Alors, dernière chose, en ce qui concerne le développement des transports individuels ou collectifs, nous signalons un autre désaccord, à savoir que nous défendons la création et le développement d'un service public des transports en commun avec la gratuité pour toutes et tous. Il n'en est pas du tout question ici, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas du tout votre logique qui reste quand même dans celles qui sont plutôt marchandes et libérales. Donc c'est ce désaccord ou ces désaccords de fond et de conception qui expliquent notre vote contre la délibération. Il y a deux petits aspects sur la question des idées. Mettre en place des idées ou être en capacité de les appliquer. Enfin, déjà, réfléchir sur est-ce que l'idée est vraiment utile ou est-ce que l'idée, elle correspond à un besoin. L'histoire du Y, franchement, ça me dépasse un peu. Il y a une correspondance, ça paraît pas compliqué. Je vois pas pourquoi on referait des travaux pour faire en sorte qu'on passe pas par la correspondance entre le tram A et le tram C. Enfin bon. Donc je pense que des fois il y a une sorte de concours d'idées, il faut faire gaffe quoi. Il faut pas faire plus malin que les autres quoi. On n'est pas en train de chercher la super idée entre le téléphérique, le métro souterrain, le métro aérien. Voilà, donc après il peut y avoir une discussion peut-être plus politique pour le coup, c'est comment les transports se développent et puissent être accessibles. Alors là ça fait le lien avec Monsieur Salaberry qui fait la remarque, la gratuité c'est jamais gratuit. Ça évidemment, alors ça c'est très malin aussi. En fait nous ce qu'on discute c'est une accessibilité. L'accessibilité des gens, oui, et là ça pose un problème de fiscalité, et nous on est pour par contre, oui, faire payer les riches et que ce soit le moins gratuit possible pour ceux qui ont de l'argent et le plus accessible possible pour les personnes qui sont en situation de précarité. Donc là aussi ça discute quand même d'une situation, comme l'école ou l'hôpital, ça vous gêne pas de dire que l'école est gratuite pour toutes et tous, c'était une formulation, ou ça gêne pas de dire que l'hôpital est gratuit. Bon voilà, donc c'est ce sens-là que nous on veut poser comme problème, c'est comment on fait que les services publics soient accessibles pour les personnes, et là on ne fait pas mumuse avec des mots quoi. Troisième intervention d'affilée, troisième contre, ça va faire beaucoup à force, mais je suis pas sûr, je suis pas très bon en maths, je suis pas sûr qu'on inverse le cours des choses. On restera minoritaire, mais voilà. Puis d'autres choses, oui, par rapport à Stéphane Delpère, à Vincent, on a remarqué qu'en fait on faisait quasiment que du contre sur vos délibérations, c'est bizarre quand même. Il n'y a rien de personnel, vous inquiétez pas. Voilà, donc du coup j'ai une petite note à lire qui explique, mais qui va aller dans le même sens que ce qu'ont dit le groupe PC et puis Marc Morisset. Bienvenue dans le monde de l'entreprise qui capte l'argent public sans avoir trop de comptes à rendre. Des fonds d'investissement sont prévus pour alimenter des entreprises présentées comme innovantes, écolo et sociales, mais dont on ne peut rien vérifier en réalité. Ces sommes d'argent ou les sommes d'argent qui sont en jeu sont très importantes, et à côté, nous qui votons, il y a une erreur là, nous n'avons pas les moyens de contrôler quoi que ce soit. Oui, nous qui votons, enfin nous qui sommes censés voter, on n'a pas les moyens en réalité de contrôler quoi que ce soit, ni les sommes, ni les entreprises choisies. Le dispositif nous apparaît opaque, peu détaillé, et puis c'est habituel certes, il n'y a pas de réflexion sur pourquoi pratiquer ainsi, sur l'intérêt pour la métropole de soutenir ainsi ces entreprises qui ne sont pas précisées, plus globalement sur comment soutenir l'activité économique et sociale sur le territoire, car il n'y a pas que ce système de fonds de soutien pour les entreprises, il y a la question du soutien au développement des services publics. Bon, ça revient à ce qu'on a dit dans la note précédente, donc une réflexion politique ou une pratique politique qui mériterait d'être abordée un peu plus souvent dans ce Conseil. Donc en fonction de ce que nous comprenons et des informations que nous n'avons pas et des sommes d'argent qui sont en jeu, nous choisissons de voter contre. Nous, on avait prévu d'intervenir, mais j'en profite de l'intervention de Olivier Esco du PC, parce qu'en fait, c'était la même réaction qu'on avait. Donc, on ne pouvait pas intervenir après l'intervention du rapporteur. Donc, nous, on est hyper disciplinés. Effectivement, on n'a pas fait. Mais oui, c'est à peu près la même réponse. Moi, je pense que ça traduit à quel point le PS et puis les satellites autour, ils ont complètement quitté l'idéologie de gauche, en fait. C'est-à-dire, ils n'arrivent plus à imaginer
enfin, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire une économie sociale, socialiste même, parce que le nom du PS vient quand même d'une histoire, et de revendiquer, de se battre pour une économie socialiste, où ce serait effectivement plus que la question des services publics, c'est la question d'un contrôle économique public. Et là, vous ne l'imaginez même pas. Et donc, du coup, tout est confondu, effectivement. On mélange tout, nationalisation et puis soutien public à des entreprises privées. Vous avez peut-être vu que le total des aides publiques aux entreprises explose. C'est des records et tout ça. C'est pas pour ça qu'on socialise l'économie et c'est pas pour ça que le public contrôle l'économie. Donc, voilà. Donc, nous, on pense qu'il y a effectivement, voilà, il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à imaginer. Et donc tellement imprégné de la logique libérale que vous pensez qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Et soutenir l'économie, c'est forcément soutenir l'économie privée, l'économie marchande, l'économie égoïste. Et voilà. Donc, et après, par contre, vous avez un petit couloir solidaire, l'ESS. Et en fait, c'est comme si vous vous rassuriez. Voilà, il y a l'ESS, c'est bon, voilà. Bon. Et donc, du coup, et puis même, juste un exemple, j'en avais déjà parlé, mais je crois que c'était à la mairie de Bordeaux. Par exemple, sur la question du logement. Vienne-la-Rouge, c'est un surnom qui est donné à Vienne, parce que c'était aussi une politique dans les années 20 et 30 sur la question du logement, où là, c'était logement social. D'ailleurs, il y a encore des restes aujourd'hui, malgré tout. Et puis, c'était même des constructeurs, des bâtisseurs qui étaient complètement publics. Et donc, il y avait aussi une volonté de construire une économie qui était complètement publique, dirigée par la municipalité de Vienne. C'est pour dire comment, et c'était le PS à l'époque, hein, la social-démocratie autrichienne, donc pour vous dire comment ça a bien évolué sur un autre terrain. Voilà. Bon, seulement, je ne voudrais pas trop déborder parce que j'ai quand même une note à lire sur la question de Aurba, donc ça va rentrer, je pense. Donc, nous approuvons le... Alors là, on s'abstient. Mais si on avait su que c'était Stéphane Delvera, peut-être qu'on aurait fait contre, mais là, on s'abstient. Nous approuvons le principe de... Nous approuvons le principe de subventionner l'agence d'urbanisme Aurba, qui fait un travail très utile par ses études, ses recherches, ses analyses, produisant notamment de nombreuses publications qui permettent de réfléchir sur les enjeux de développement urbain. Mais nous n'avons pas d'avis sur la somme de 4 millions d'euros, étant incapables de mesurer si c'est suffisant. On a bien noté la baisse de 5%, ce qui peut être un souci pour l'agence, ou si c'est pertinent, sachant que ce qui ne va pas ici ne va pas ailleurs. Hein. C'est toujours l'histoire des choix, où c'est qui c'est qu'on subventionne, où c'est que va l'argent public, et donc du soutien qui peut manquer ailleurs. Aussi, nous nous interrogeons sur la relation entre la métropole et autres collectivités qui subventionnent, et puis d'un côté, et de l'autre côté, l'agence. N'y a-t-il pas quelque part une relation de dépendance créée, du coup, une marge de manœuvre réduite pour l'agence qui n'a pas forcément intérêt à déplaire aux commanditaires que sont les structures qui subventionnent? Pourtant, nous sommes bien conscients que l'agence a besoin d'un soutien financier important. Mais en même temps, nous constatons au travers des études effectuées et programmées qu'il n'y a pas ou si peu d'analyse critique des politiques qui sont menées par la métropole ou les autres collectivités. Il ne semble pas y avoir de critique sur les politiques de la ville, notamment sur la politique dans les quartiers populaires, qui n'empêche pas l'aggravation de la pauvreté, ni l'augmentation des difficultés sociales, ni sur la disparition dramatique des services publics, comme les bureaux de poste, ni sur la nécessité de réquisitionner les bâtiments vides ou encore les politiques de réhabilitation au lieu des politiques de démolition ou de construction de logements neufs, ou encore une vision critique sur les démolitions. Ben voilà, je me répète. Il nous semble qu'un travail plus indépendant ou autonome permettrait à l'agence de jouer pleinement son rôle de réflexion et d'apport critique. Voilà, donc nous nous abstenons par rapport à ça. On n'avait pas prévu d'intervenir là-dessus, enfin si, mais sur une autre. On prépare l'ordre du jour, donc on essaie de trouver la meilleure solution quand on dégroupe, est-ce qu'on dégroupe ou pas, voilà, donc c'est pour ça que des fois c'est un peu compliqué, mais juste une question, et ça s'adressait à Madame Bichet, et c'était par rapport, alors là ça ne concerne pas directement le réseau de chaleur de Métropole Sud, mais ça concerne le réseau de chaleur du Grand Parc, et je crois que c'était ou la dernière fois ou l'avant-dernière fois, j'étais intervenu sur la question de la centrale biomasse à Grand Parc, et Madame Bichet avait dit qu'elle enverrait des choses là-dessus, et voilà, j'ai rien vu passer. Donc c'était pour savoir si c'était normal ou par rapport aux questions posées, parce qu'on a des doutes sur le fait que ce soit judicieux d'avoir des centrales à biomasse avec les risques de pollution et tout ça. Ben voilà, donc du coup, bon, il y avait, on devait avoir puis même sur la question du timing aussi des travaux, et voilà. Bon, donc du coup, c'était pour dire qu'on n'avait rien vu, mais peut-être que vous avez fait exprès ou que c'est passé dans les spams, je sais pas. En espérant que Stéphane Delpera comprenne le désaccord ce coup-ci. En fait, on vote contre la délibération
Je lis. Depuis le début, nous sommes en désaccord avec le projet Euratlantique, comme d'ailleurs avec la philosophie générale des réaménagements des quartiers, avec la façon dont l'urbanisation et la construction de logements est pensée. Ici encore, nous constatons notamment l'insuffisance du programme de logements sociaux, trop de logements en accession libre, trop peu de places laissées aux services publics, dispensaires de santé par exemple, qui nous semble hyper important dans la période actuelle, mais bon, aussi d'autres services publics, et à des lieux collectifs, y compris laissés en autogestion pour les habitants ou les habitantes. On pense que là aussi, c'est crucial dans la période, dans l'état dans l'évolution dramatique dans les quartiers populaires de la situation sociale. Cela reste dans les logiques très marchandes, enfin ce qui est fait là aujourd'hui, libérales et sans permettre à la population de décider pour elle-même de ce dont elle a besoin et de comment tout cela pourrait s'organiser. Donc le rapport est long, il fait 171 pages. On a compté, reprenant en détail les objectifs d'Euratlantique et toujours ce même discours publicitaire, une longueur qui est une façon aussi de rendre impossible une véritable discussion au sein du Conseil métropole. Nous votons contre. J'ajoute, c'est autre chose, mais ça fait suite à une autre discussion qu'on s'est croisé avec Stéphane Delpera-Vincent là, et qu'en fait, effectivement, il ne comprend pas des tas de choses dans ce qu'on dit. Peut-être qu'on l'exprime mal, mais on est tombé d'accord sur l'idée que ça valait peut-être le coup qu'on discute plus profondément de ces questions-là, mais on va discuter sur des bases de gauche, en fait. Hein. Là, je pense que la droite va rien comprendre, hein, sur les questions de comment on peut avoir une politique de gauche qui réponde aux besoins sociaux, et on a quand même malgré tout quelques proximités avec Stéphane Delpera. Voilà, donc on vous racontera peut-être la suite plus tard.